Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, nous allons animer un échange autour de la thématique territoire connecté et décarbonation. L'idée sera d'aborder les questions de financement, de retour sur investissement, des bonnes pratiques et des technologies à mettre en place pour atteindre ces objectifs. On a le plaisir d'accueillir pour animer cette prise de parole Alexandre Desrousseaux, Bonjour. le directeur de la mission des transitions numériques de la région des Hauts-de-France, et Thierry Suzanne, le directeur commercial de Sève. Bonjour à tous. Voilà. Et je suis moi-même Julie Mériot, responsable communication pour l'entreprise Rani. Je remplace malheureusement au pied levé notre directeur des affaires publiques qui était excusé. On démarre de ce pas. Monsieur Desrousseaux, donc en application avec l'accord de Paris qui est entré en vigueur en 2016, la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Selon le GIEC, cet objectif implique une diminution très rapide des émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 45% en 2030 par rapport à 2010. Donc on sait que cet objectif ne peut être atteint que s'il y a des changements radicaux de comportement. Donc ces enjeux, bien évidemment, chacun doit y faire sa part. On doit atteindre donc à travers ça une grande efficacité énergétique à travers les systèmes d'éclairage public ou numérique. On sait que chacun a un rôle clé à jouer. Donc on va voir là-dessus comment les collectivités et les décideurs ont un rôle à jouer. Et par quelle technologie, avec quels moyens, et avec quel retour sur investissement attendu. Donc, je vous laisse la parole pour ce début de... Est-ce que vous, au niveau de la politique territoriale des Hauts-de-France, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette politique de décarbonation? Comment vous avez abordé ça? Alors, tout d'abord, moi je suis directeur du numérique, je ne suis pas en charge de la décarbonation. On a chez nous une politique qui s'appelle REV 3, qui est clairement orientée sur cette transition écologique. La mission que je dirige et les fonds que j'ai, on en parlera tout à l'heure, essentiellement des fonds européens FEDER, heureusement qu'on est à Bruxelles, ont été toute mon équipe est entièrement orientée sur ce qu'on appelle les territoires intelligents. Donc en gros, on va mettre des capteurs, on va mettre de la donnée, on va mettre des IA dans l'ensemble du fonctionnement, des pilotages des politiques publiques, etc. Et dans les thématiques plébiscitées, par les élus locaux, par les techniciens qui viennent nous voir, il y a cette question de la décarbonation, avec deux motivations, on va se le dire. Il y a la décarbonation et puis l'économie financière. Bien sûr. Parce que quand on voit les prix du gaz s'envoler, quand on voit le prix de l'eau, voilà. Donc cette double motivation fait qu'ils viennent vers nous et ils nous disent: est-ce que vous auriez des solutions miracles? Alors bien évidemment le numérique, mais c'est tout sauf pas le miracle, ça on est d'accord. Voilà. Mais c'est une petite pierre à l'édifice. Ouais. Alors concrètement, je peux donner peut-être 2 ou 3 exemples. Ouais. J'aime bien citer le département de l'Aisne parce que c'est rural, parce qu'on se dit mais là-bas ça peut pas être smart. Ben si. L'un des territoires les plus smart et les plus avancés chez nous, c'est eux. Ils ont un syndicat de diffusion d'électricité, de distribution d'électricité, qui a mis en place des systèmes de capteurs. On est sur du basique, de capteurs avec des remontées de données. Et là-bas, tous les maires peuvent, grâce à leur téléphone, piloter leur éclairage public, le programmer, le déprogrammer. C'est la fête à neuneux, super. Voilà. Donc ça permet de compléter ce qui a été fait déjà sur l'éclairage public, par exemple. On passe à la LED. Et bien là, il y a encore des économies supplémentaires, non pas par l'ampoule, mais par les temps d'usage de l'ampoule adaptés au plus fin avec les pratiques des habitants. Voilà. Ils ne sont pas encore à lampadaire par lampadaire, au fur et à mesure où je marche, ça s'allume et ça s'éteint. Ça, c'était Michael. Mais c'est commence à devenir une vérité. Mais ils ont réussi à faire des économies plus que substantielles. On parle de 10 à 20% d'économies en carbone, en euros. Ils ont des vieilles chaudières. Ils ont mis en place des petits trucs dans des bâtiments publics, des mairies, de pilotage. Ils me racontaient, par exemple, il y a un maire, quand il recevait des habitants le soir, avant d'aller au taf le matin, il passait en mairie, il déclenchait le chauffage, il partait au taf pour qu'à 18h ce soit chaud. Maintenant, il le fait depuis son bureau à 17h30, c'est chaud. Il n'a pas consommé du carbone et consommé des euros pendant toute la journée pour rien. C'est des petits exemples très concrets que nous, on adore financer. D'accord. Monsieur Suzanne, par rapport à ces solutions qu'on évoque, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des évolutions technologiques qui peuvent
accompagner Ouais, comme l'a dit Alexandre, le numérique, c'est loin d'être un miracle. Et il n'y a pas une technologie qui va répondre à tous les besoins. Donc en fait, en tant qu'industriel, on a un gros boulot à faire de mettre à disposition et de vulgariser à mort ces technologies-là, justement pour les territoires ruraux qui ont les mêmes enjeux que des grosses métropoles, mais les grosses métropoles qui ont toutes les ressources en interne pour construire leurs projets sur mesure. On a en France la chance d'avoir un territoire qui est super diversifié, très rural, des identités très fortes. Et il faut que la technologie se mette au service de ces territoires et que le territoire connecté renforce cette identité. Et ça, c'est vraiment un parti pris qu'on a chez SEV, c'est de dire on met la technologie au service de l'humain, on met la technologie au service du citoyen et on n'impose rien. C'est le territoire qui sait ce qu'il a besoin de faire pour faire des économies. C'est le territoire et les élus qui savent comment vivent les citoyens. C'est les gens qui vivent sur le territoire qui connaissent ce territoire. Et nous, on doit juste s'adapter aux besoins. Et le fait de faire des choses très simples et très pragmatiques au départ, en fait, c'est la base de tout pour, montrer aux gens que la technologie existe et qu'elle est accessible. Pour rebondir, mon village de Haute-Garonne, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est à cause de mes enfants, j'avoue. Mes enfants se plaignaient qu'il y avait des fuites d'eau dans les sanitaires. Donc très simple, ils vont voir la directrice, qu'il ne fait rien. Donc je vais voir la directrice, je monte une société qui peut détecter les fuites d'eau. S'il y en a, vous serez informé par mail. Alors recevez un mail toutes les 5 minutes, je l'ai fait exprès. En 2 jours, il n'y avait plus de fuite. Elle a compris. Donc maintenant, les vacances scolaires, 20 doigts coupés dans le groupe scolaire, plus de consommation d'eau. Le chauffage, pareil. Le chauffage chauffe avant que les enfants arrivent dans les classes. Quand les enfants sont là, plus besoin de chauffer. On coupe le chauffage pendant les périodes de vacances scolaires. Le bilan, au bout d'un an, c'est 35% d'économie d'énergie. En ne faisant absolument rien. Et donc c'est en faisant ces petits gestes qu'on va multiplier au fur et à mesure de la prise en possession du logiciel et de l'outil qui va nous permettre de faire des économies d'énergie et aussi de rendre plus de services, mais en ne payant pas plus de taxes, ce qui est aussi important pour le citoyen. Et sur la question budgétaire, justement, qu'on abordait en introduction, on serait intéressé de savoir un peu plus quel accompagnement, en fait, finalement, de quoi peuvent bénéficier les collectivités pour mettre en place ce type de solution. Alors, j'aurais tendance à dire que le problème, ça va être la forêt de soutien, parce qu'il y a des choses à droite, à gauche, etc. Comment on y voit de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a parce que on a tous pris conscience, comme tu le disais très justement, qu'à un moment donné, investir dans le numérique, ça fait faire des économies de fonctionnement. Et ça, dans la période qui s'ouvre, on était déjà dedans. Je pense que ça ne va pas s'améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, investir sur de l'aide au pilotage, de l'éclairage public, du pilotage de l'eau, du chauffage. Alors nous aussi, on fait beaucoup, on soutient beaucoup tout ce qui est enrichissement de la visite muséale avec de la réalité augmentée, le parcours touristique enrichi avec des applications, etc. Ça, on fait ce genre de choses. Mais effectivement, toutes ces technologies dans le champ de la décarbonation, on sent bien que, en tout cas, notre façon de le présenter, c'est de dire faites des investissements maintenant, faites-les-vous subventionner. Moi, j'interviens avec du fonds européen à 60%. Voilà. Une agglo, elle vient me voir, elle me dit moi je veux faire pas mal de projets avec du numérique dedans, un peu de trucs muséales, un petit peu de trucs d'eau, un petit peu de trucs de machin, etc. J'ai besoin de quelques prestataires. Je finance même la RH. Voilà, l'ingénierie en propre, etc. Et derrière, on en parlait, je ne sais pas si tu avais vu, c'était une commune qui est de notre région qui est Lambersart. Ils ont 7 ans de Smart Territoire derrière eux. Ils se sont lancés très tôt. Ils ont fait un petit bilan. Ils ont investi 200 000 euros. Ils économisent 40 000 par an. Ça leur fait un retour sur investissement à 5 ans. Et avec du financement européen, de retour sur investissement à 2 ans et demi. Donc parfois, on a des retours sur investissement très courts. Ce que tu racontes sur les chasses d'eau, ça se joue en 15 jours. Des fois, en 2 mois, on retourne sur l'investissement parce qu'on a rajouté un petit machin, genre ce qu'on a, les sommes-filles, là, un truc qu'on trouve chez Casto. C'est de l'ordre de ça. Parfois, c'est aussi basique, c'est pas très cher. Et derrière, on fait des économies très très rapidement. Alors voilà, il y a des gains rapides, il y a des gains qui sont plus longs, qui sont plus amortis sur le temps. Et c'est là où je pondérerais ton propos par rapport au rôle des prestats. Bien sûr, on est tous là pour écouter les besoins.
et partir de l'analyse des besoins. Et la vraie difficulté que moi je rencontre aujourd'hui, c'est de donner à voir les possibilités. C'est-à-dire que j'ai beaucoup en face de moi d'interlocuteurs qui ont une intuition mais pas plus. Et j'aime bien travailler avec les prestataires privés pour donner à voir. Tu étais avec nous il y a 15 jours à Noyon. On a fait un grand machin sur le temps des solutions à Noyon. Voilà, vous ne savez même pas où c'est Noyon, je suis sûr. Et pourtant, il y avait tout le gratin était là-bas, tu y étais. Et aujourd'hui, on donne à voir aux élus, aux techniciens, en charge du numérique, mais de plus en plus aux autres en charge de l'énergie, de l'eau, des déchets, parce qu'on n'a pas abordé le sujet des déchets. Ce que permettent ces outils numériques, ce qui existe comme cofinancement possible, de manière à se dire, oui, j'ai compris, je vais investir, me faire cofinancer mon investissement, et je vais avoir des retours sur investissement, je vais avoir un maintien de la qualité de service avec un budget réduit, je vais avoir augmentation de ma qualité de service, je vais réduire ma dépense. Alors, ça dépendra des cas. Et c'est cet équilibre entre analyse de besoins et donner à voir le champ des possibles qui n'est pas simple à faire, mais qui pour moi va être le nœud dans les 2-3 années à venir. Et effectivement, comme il y a de l'argent, enfin voilà, moi j'ai 55 millions d'euros de fonds européens là jusqu'à 2027 pour financer des choses comme ça, mais je crois qu'il y a plein d'autres fonds. L'angle, ça va être, je pense, combiner analyse de besoins et imaginer le champ des possibles et trouver un interlocuteur sur ton territoire qui sera capable de dire voilà ce qu'il y a comme argent, voilà ce qu'il y a comme possibilité aux prestataires, let's go. Voilà, parce qu'on peut déplorer la complexité un petit peu de trouver ces aides financières finalement. Donc voilà, c'est quelque chose que vous recommanderiez déjà, c'est la première étape de se faire accompagner sur... C'est évident, il faut trouver des acteurs tiers de confiance, neutres. Alors ça dépend des régions. Je sais qu'en Bourgogne-Franche-Comté, mes petits camarades de jeu, mes collègues font un peu comme nous. Une collectivité locale les appelle et ils trouvent les prestats, les solutions, les financements, etc. C'est pas vrai dans toutes les régions. Voilà. En Haute-France, moi je peux vous le dire, vous pouvez m'envoyer un email, alexandre.desrousseaux@hautefrance.fr. Voilà, le monsieur que j'ai vu au Salon des maires et qui a du fric. Mais non, mais voilà, je connais mes limites de mon attrait. Et donc, je pense qu'effectivement, via les centres de gestion, via les syndicats mixtes qui ont déployé la fibre, souvent ce sont ces opérateurs-là qui, la fibre étant posée, ils ne veulent pas que l'hiver fût venu, ils se mettent à autre chose et ils font des smart territoires. Et souvent, ce sont des syndicats mixtes, des acteurs publics, tiers de confiance, qui commencent à développer des offres de services. Chez nous, en Nord-Pas-de-Calais, on a la fibre 5962, on a l'UCEDA dont je parlais tout à l'heure dans l'Aisne qui sont très avancés, la Somme numérique qui sont en train de monter en puissance, l'Oise c'est sous peu. Voilà, il faut essayer d'identifier dans vos régions, dans vos départements, quels sont ces tiers de confiance pour avoir un premier jet de c'est quoi qui est possible de faire et quel gain et quelles sont les solutions et quels sont les prestataires. Bon, c'est pas toujours facile quand on n'a pas d'ingénierie, ça je le sais. Mais nous, on a cette capacité à le faire. Et c'est vrai, ça va décevoir les élus municipaux qui sont là. C'est très rare que je réussisse à accompagner des communes seules. Parce que des projets comme cela, ça nécessite de l'investissement. Moi, je mets 60%, il faut trouver les 40%. Voilà. Ça vaut la peine, mais il faut quoi le décaisser. Il faut de l'ingénierie. Il y a des communes qui n'ont pas d'informaticiens. Voilà. Et c'est pour ça que nous... Ouais, c'est très peu. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, l'échelon d'intervention, pour nous, c'est l'échelon intercommunal. Voilà. Aujourd'hui, pour nous, le bon échelon pour penser la transition numérique au service de la décarbonation, parce que c'est à cet échelon-là qu'on va retrouver les opérateurs d'eau, d'énergie, de déchets. Voilà, toutes ces thématiques-là, c'est beaucoup autour de cet échelon intercommunal. On parle complexité des montages financiers, mais complexité technologique, ça peut aussi faire peur à nos décideurs. Ça paraît être titanesque, inabordable, inaccessible. Comment est-ce qu'au niveau technologique, est-ce que c'est si compliqué que ça? En fait, la complexité, elle vient du fait que sur un projet de territoire connecté, les problématiques à adresser sont innombrables. En fait, à partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, c'est sans fin. Il y a des besoins qui peuvent apparaître de partout et les acteurs de ce marché-là, c'est un marché qui est encore en consolidation. Il y a des acteurs qui fleurissent de partout. Et trouver les bons partenaires qui ont la bonne approche, la bonne philosophie, les bonnes valeurs, qui vous amènent la solution qui vous intéresse, c'est très compliqué. Et surtout, quand vous voulez avoir quelque chose de très pertinent, vous vous retrouvez très vite avec 5, 6, 7, 8 fabricants de matériel différents.
et ça peut être très complexe à gérer. Et c'est pour ça, en fait, comme le dit Alexandre, un vrai projet de territoire connecté, on ne peut pas l'adresser tout seul. Il y a la partie financement, il y a la partie logicielle, il y a la partie matérielle. Et au sein du groupe Rani, historiquement on vend des luminaires. Aujourd'hui on gère de l'eau, on gère des déchets. Mais on ne le fait pas tout seul parce qu'on n'a pas l'expertise pour le faire. Et on travaille avec un écosystème de partenaires. On travaille avec 25-30 sociétés différentes. On a construit une boîte à outils justement où en fonction des besoins des villes, on va construire le projet et on va activer les bons réseaux justement pour mettre le bon matériel et fournir les bonnes informations. La complexité, elle vient du fait qu'il faut trouver justement l'outil qui va collecter toutes ces données-là et les restituer de façon très simple pour qu'un non-informaticien puisse comprendre et puisse gérer son territoire. Il faut vulgariser à mort et hyper personnaliser. Sur un territoire des Hauts-de-France, n'aura pas les mêmes problématiques et pas les mêmes besoins qu'un territoire du Sud-Ouest ou du Sud-Est. Et en fait, la problématique ou ce qu'on a identifié comme point bloquant, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont voulu imposer une solution qui ne répondait pas forcément au territoire. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. La technologie permet de tout faire. Mais il faut faire des choses de façon très pragmatique, très raisonnée, pour que ça parle aux gens. Il faut que ce soit utile. Si la techno n'est pas utile, eh ben en fait, l'humain ne prendra pas possession et l'investissement ne sera pas rentabilisé. Ouais, j'ai envie de compléter ton propos. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur le sujet de la complexité technologique. Je pense que très clairement aujourd'hui, la complexité technologique, enfin, elle s'efface. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, on a des prestataires qui ne jargonnent plus. Et que la complexité, si complexité il y a, elle est plus effectivement sur trouver la bonne adéquation entre identifier quels sont les endroits où il y a des vrais besoins, pour lesquels le numérique est une vraie solution, et trouver le prestataire. Donc ça va être une problématique d'achat. Alors, certes, sur une thématique où les collectivités ont peu d'expérience, c'est-à-dire acheter des crayons, du mur, de la piscine, on sait faire. Voilà. Acheter du numérique, on manque un peu d'ingénierie. C'est pour ça que je renvoie à ces tiers de confiance qui peuvent être en conseil, en AMO, un peu, etc. Pour moi, la complexité, elle va plus être dans ça que dans la technologie qui s'efface. Et pour donner un exemple, l'autre jour, j'en discutais, on était à Noyon, là. Les gens me disent, mais M. Desrousseaux, mettre des IA dans ma collectivité locale pour piloter, optimiser mon circuit de mobilité, pour optimiser mon pilotage ou identifier les fuites sans mettre de capteur. Il y a des boîtes, je crois que c'est une boîte qui s'appelle Liqumitid qui fait ça. On rajoute 3 ou 4 capteurs et pas des capteurs partout. Ils font ce qu'on appelle un jumeau numérique, une simulation de votre réseau d'eau. Et ils savent identifier, sans mettre de capteur, où est la fuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique est en train de muer, etc. Ils disent, waouh, c'est super. Mais moi, je n'ai pas d'ingénieur informatique, spécialiste de l'IA dans ma collectivité locale. Ouais, et alors ? Ça, vous le trouvez dans les centrales d'achat. UGAP, Cap Territoire, propose des solutions où il y a de l'IA dedans. Et aujourd'hui, vous allez avoir, prenons une boîte qui s'appelle Vialytix, qui propose des solutions d'analyse de voirie. Le client, il ne sait même pas qu'il y a de l'IA derrière, mais il y a de l'IA derrière. Donc aujourd'hui, la vraie problématique, pour moi, c'est pas trop la technologie, parce qu'elle se trouve embarquée dans les solutions. C'est vraiment ce que tu disais, c'est l'art de la combinaison. En gros, c'est de la cuisine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais bien un pain un peu chaud, il fait froid, voilà. Mais il y a du soleil. Bon, ça va tourner autour du fromage, je le sens. Mais quel fromage ? Qu'est-ce que je mets ? Est-ce que je ne mets pas les pommes de terre ? Est-ce que je mets du lard ou pas ? Parce que ma grand-mère mettait du lard et pas moi. Je pense qu'aujourd'hui, l'art, il va être là. C'est comment on aide les collectivités locales à identifier les possibilités, parce qu'elles sont méconnues. Je pense qu'on a encore quelques années là-dessus. Et voir à se projeter par rapport à ces possibilités technologiques, comment elles peuvent venir proposer des vraies solutions à mes vrais besoins. Et effectivement, l'art du solutionnisme, où le prestataire me dit, Monsieur Desrousseaux, j'ai une solution. Ouais, ok, mais quel est votre problème ? J'ai pas de problème. S'il n'y a pas de problème, pas de solution. Enfin, voilà. Nous, des élus locaux qui ont des problèmes, on en a. Voilà. Et donc, la question, ça va être comment, effectivement, on met en adéquation de l'idée, de ce qu'on peut faire avec ces outils, la regarder, se retourner sur ce qu'on peut avoir comme besoin, et ensuite aller chercher des prestataires comme vous pour trouver des solutions. Et très clairement, pour avoir pratiqué plusieurs sociétés dont la tienne, aujourd'hui, le jargon technologique c'est en train de s'effacer. Et si les élus ou techniciens veulent rentrer dedans, tant mieux. Et il faudra de plus en plus rentrer dans des sujets, par exemple, comme la donnée.
Parce que le prestataire, t'inquiète, je m'occupe de tout, je vais piloter ton eau, ton gaz, ton électricité, ta mobilité, tes déchets. Sauf que si le prestataire il garde mes données, que je me rends compte au bout de 6 mois, non, voilà, il faut outiller les collectivités locales pour qu'elles deviennent pilotes de leur destin numérique. Et si on n'a pas ce pilotage, cette capacité, cette incapacitation à piloter son destin numérique, on ne pourra pas bien le mettre au service de la décarbonation et on risque parfois de faire pire que mieux. Et alors, on parlait tout à l'heure du ROI. On connaît la durée des mandats de nos élus. Qu'est-ce qu'on peut espérer quand on entame une procédure comme ça de smart territoire, comme on dit? Est-ce qu'un élu, dans le cadre de son mandat, pourra avoir les résultats concrets de ces mises en place? Bien sûr. Il y a dans le vocabulaire technologique, en bon français, on appelle ça les quick wins. Voilà. Non, il y a des petits coups à jouer, parfois, qui sont démonstrateurs. En fin de mandat, moi j'ai pas mal d'élus au numérique, vice-président au numérique d'intercommunalité ou adjoint en charge du numérique ou au smart territoire et autres, qui viennent me voir et on a une capacité d'intervention financière en rapide, de manière à faire en machin, un petit truc. Et ce petit truc est démonstrateur. Alors on ne fera pas le grand soir du grand lendemain, mais ça permet de démontrer qu'en mettant 2 capteurs ici, un petit peu de données bien collectées, en choisissant bien son prestat, on a un ROI sur un petit coin de table, etc. On fait une démo. On fait un bac à sable. Donc ça, c'est une manière d'amorcer, y compris en fin de mandat, pour avoir... Voilà. Après, si on n'a pas le temps de faire, on peut se documenter et faire le pari qu'on va être réélu. Voilà. Nous, on va faire l'an prochain, je t'en ai peut-être touché un mot, on va faire un catalogue du Père Castor, un album du Père Castor. Notre vice-président nous dit, Alexandre, racontez-moi une histoire. Racontez-moi des histoires où on met du numérique dans une problématique. Je suis maire, j'ai un problème de ceci, on m'a mis des capteurs à machin, et puis grâce à ça, je vis mieux. Voilà, c'est ça les petites histoires du Père Castor. Nous, on va faire un catalogue de belles histoires qu'on livrera l'an prochain là, au Parlement du numérique territoire. Et je pense que c'est aussi ça, fournir aux élus, en espérant qu'ils soient réélus, et de toute façon le catalogue sera là pour ceux qui seront réélus, effectivement un capital, on va déposer un capital de bonnes idées. Donc oui, faire des petites expés, des petites démos là maintenant sur un coin de table, pour démontrer que c'est possible, qu'on peut le jouer nous, à notre petite échelle, etc. Ça, c'est une voie pour le faire. Puis après, il y a l'aspect documentation, récupérer un maximum de retours d'expérience qui s'est fait ailleurs, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est là un peu pour ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est dit, des témoignages, quelque chose? Non? Thierry, un mot de la fin pour conclure tout ce que vient de dire Monsieur Desrousseaux. Ouais, en fait, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que toutes ces nouvelles technologies, en fait, malgré ce qu'on aurait pu penser au final, redonnent vachement de liens humains. Parce qu'il y a des gens qui travaillaient pas ensemble il y a 2 ans, qui maintenant travaillent ensemble. La transversalité avec le numérique, c'est incroyable. C'est des projets globaux, très enrichissants, parce qu'on se met aussi en relation du coup avec des partenaires financeurs, avec des institutions, avec des partenaires. Et l'approche a besoin d'être globale pour avoir du sens. Et en fait, toute cette technologie-là en fait, va redonner un peu de lien humain et va entre guillemets, permettre aussi aux citoyens de reprendre possession du territoire. Parce que le territoire va se réadapter à la vie, tout simplement. Et les infrastructures vont suivre le cycle de l'humain, en prenant aussi en compte les problèmes environnementaux. Donc en fait, on est vraiment aujourd'hui dans une belle dynamique. Il y a beaucoup de sociétés qui ont compris que toutes seules, elles ne feraient rien. Donc en fait, il y a une vraie synergie de collaboration qui émerge. Et je trouve ça super enrichissant et ça me rend très optimiste pour l'avenir. Donc ce qu'on retiendra, c'est que les solutions financières existent. Encore faut-il se faire accompagner, les chercher, définir les besoins de son territoire. Voilà, venir nous consulter pour avoir les technologies adaptées. Merci beaucoup pour votre participation. S'il n'y a pas de questions, on vous laisse et merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup.